bien, bonjour et bienvenue pour ce premier bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2020, en fait qui sera sous le signe de la guerre. Parce que, en effet, une fois que j'ai regroupé un petit peu les livres que j'avais choisis, je me suis rendu compte que certains correspondaient à certaines thématiques et donc pour certains bilans, je vais tout simplement suivre cette thématique. On va donc commencer par un graphique. Il s'agit de Mauvais genre de Chloé Cruchaudet aux éditions Delcourt. Mauvais genre raconte l'histoire vraie de Paul Grapp et Louise Landy. Au départ, un couple ordinaire qui va se rencontrer comme la plupart des personnes à cette époque et qui vont se marier, mais en fait dont la vie va changer à cause de la guerre. La Première Guerre mondiale commence, Paul est envoyé sur le front et il va être complètement traumatisé par la guerre. Suite à ça, en fait, il va tout faire pour éviter de rester là-bas et il va se faire passer pour blessé, pour malade dans un premier temps et il va réussir à déserter. Donc malheureusement, quand on est déserteur, on est aussi condamné, puisque c'était condamné à mort à l'époque. Et donc bien entendu, il est obligé de se cacher. Donc à partir du moment où il va déserter, il va vivre dans un petit appartement miteux, aidé par sa femme Louise, qui va toujours le soutenir. Et à force de tourner en rond, en fait, il va commencer à devenir alcoolique, il va très très mal le vivre, il va devenir violent, autant à cause de l'alcool que à cause des traumatismes de la guerre. Un jour, sa femme Louise décide de ne plus aller lui chercher son énième bouteille d'alcool et Paul, en désespoir de cause, va prendre les habits de sa femme, se travestir pour pouvoir sortir dans la rue incognito. Il va bien entendu redécouvrir ce qu'est la liberté, ce que c'est que de pouvoir sortir dans la rue sans risquer sa vie. Ça va lui plaire et il va commencer à partir de ce moment-là à se travestir et ça va plutôt bien lui réussir puisque ça va lui permettre de trouver un travail, de subvenir un petit peu à ses besoins, mais ça va aussi marquer le début d'une descente aux enfers qui avait déjà été marquée par l'alcoolisme et la violence. C'est cette histoire qui nous est racontée jusqu'à son issue fatale, en fait, qui nous est donnée quasiment depuis le début puisque l'histoire commence avec le procès de Louise. Voilà, donc c'était une histoire qui promettait beaucoup. Cette histoire de travestisme à une époque, puisqu'en fait il s'agit de la Première Guerre mondiale et non pas de la Seconde, donc ça date d'il y a quasiment un siècle maintenant. Pas quasiment en fait, ça date d'il y a un siècle et on se dit que à cette époque-là, effectivement, s'habiller en femme, la situation aussi de la désertion, etc., ça allait soulever énormément de thèmes très intéressants. Il y avait beaucoup de questions à développer, etc., etc. Malheureusement, ça a été une horrible déception, mais vraiment. Alors, je ne peux rien dire sur les dessins sont vraiment très très beaux. Ils sont majoritairement en noir et blanc avec seulement certaines teintes de rouge. Franchement, les graphismes m'ont beaucoup plu. Par contre, autant l'histoire s'annonçait intéressante, autant j'ai vraiment eu l'impression de ne lire qu'une série de clichés du début à la fin. Dès le départ, on se retrouve déjà avec la formation du couple qui, bien entendu, correspond un minimum aux clichés de l'époque. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, passons, monsieur doit être mystérieux, machin, madame doit être toujours bien pomponnée, montrer qu'elle est fragile, enfin bon, bref. Mais c'est vrai que ça avait été annoncé déjà comme une histoire d'amour et j'ai trouvé que dès le début, en fait, ça correspondait tellement aux conventions de l'époque que je ne suis même pas sûre, en fait, qu'il y ait vraiment eu de l'amour entre ces deux personnes. En tout cas, s'il y en a eu, je ne l'ai pas ressenti. J'ai même eu justement du mal peut-être à m'attacher à l'histoire parce qu'il y a toujours une distance et une froideur qui s'est installée entre eux et moi dès le début de l'histoire. Beaucoup de violence que j'ai trouvée injustifiée. Pourtant, l'histoire, effectivement, entre la guerre, l'alcoolisme de Paul, etc., on se doutait bien que ça allait aller vers ce genre de choses. Mais la façon avec laquelle c'est représenté, on le ressent vraiment comme gratuit, on devrait pouvoir essayer de comprendre le personnage de Paul et par quoi il est passé, mais c'est un personnage que j'ai très vite détesté et qui est passé par tous les travers, en fait, des travers absolument exécrables, quoi. À côté de ça, la dévotion de Louise va tellement loin que on a presque l'impression qu'elle le fait par devoir et obligation. Et plusieurs fois, je n'ai pas vraiment ressenti qu'elle le faisait par amour ou même qu'elle essayait ne serait-ce que de se défendre. Il y a des situations dans lesquelles elle l'a suivi alors qu'elle n'en avait pas besoin.
Et par moments d'ailleurs dans la bande dessinée, on se demande aussi si d'une certaine façon elle n'a pas été forcée dans certaines situations. Donc par exemple comme cette scène au bois de Boulogne où en fait elle va suivre Paul pour essayer de mieux le comprendre, pour essayer d'appréhender un petit peu sa nouvelle vie, et où au final Paul la laisse comme ça au milieu des autres, un petit peu en danger, sans en avoir vraiment... il n'essaye pas ni de l'aider, ni de la défendre, ni de lui expliquer, ni c'est un petit peu bah reste ici, fais ce que tu veux, je m'en fiche quoi. Enfin il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont vraiment et puis Louise qui rentre dans le jeu et qui rentre dans le jeu sans vraiment qu'on comprenne pourquoi parce que ça va quand même très loin et en même temps quand il arrête ce type de choses, elle les arrête aussi. Donc je me demande un petit peu s'il n'y a pas eu si elle n'a pas été un petit peu forcée. Sincèrement, la façon avec laquelle l'histoire est racontée laisse le doute planer. Donc si on met toutes ces choses ensemble, plus la gratuité, plus le fait que les personnages dès le début ne m'ont pas plu, m'ont paru très caricaturaux à tout point de vue, le fait est qu'en fait ce qui leur arrivait, bah, je m'en fiche un petit peu, donc du coup voilà, je suis restée complètement derrière. J'ai fait défiler les images avec une fois de temps en temps des pages où je me disais mais qu'est-ce qu'ils font quoi, c'était plus ça le truc. Et alors la conclusion de l'histoire, je sais pas si je l'ai pas comprise, s'il y avait une subtilité, une métaphore. Mais alors si quelqu'un... Bon, de toute façon ça ne va rien changer à l'histoire, ça ne dévoile absolument rien pour les gens qui veulent le découvrir, mais si quelqu'un peut m'expliquer s'il y a une métaphore derrière une gaufre qui tombe dans la rue, parce que moi je n'ai pas bien compris le rapport, et puis s'il y en avait un, je crois qu'il est tellement grossier que... voilà quoi. Donc pour moi un gâchis. Pourtant j'en avais lu beaucoup d'avis complètement dithyrambiques, mais je suis passée complètement à côté. Heureusement, le reste de mes lectures ont été bien mieux que celle-ci. Toujours autour de la guerre de 14-18, donc j'ai aussi lu Les âmes grises de Philippe Claudel. En sachant que j'en avais déjà parlé un minimum lorsque j'avais présenté ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vais donc essayer de ne pas trop m'étendre dessus. Alors, Les âmes grises tournent autour d'un assassinat en 1917 où dans un petit village de France, on retrouve le corps d'une fillette d'une dizaine d'années, vraisemblablement noyée. Qui dit petit village et meurtre, bien entendu, dit remontée de toutes les histoires entre les voisins, de toutes les histoires de famille. C'est bien entendu un village dont tout le monde dit qu'il ne se passe jamais rien, dans lequel tout le monde connaît tout le monde. Et c'est très souvent justement là qu'il y a le plus de secrets. Donc en fait, cette histoire, même si elle commence avec la découverte du corps de cette fillette, surnommée Belle de Jour, ne va pas tourner uniquement autour de son meurtre, même si bien entendu, on suit un détective principal qui essaye de résoudre le meurtre, mais qui va surtout nous permettre de découvrir le passé, la vie de chacune des personnes du village. Tout le monde est plus ou moins suspect, effectivement, on ne sait pas trop ce que les gens cachent derrière les murs de leur maison. Et effectivement, c'est aussi l'occasion d'étudier un petit peu la psychologie d'un petit village français à cette époque. Le détective principal lui-même n'est pas épargné par tous ces non-dits, par tous ces secrets, il en a aussi un paquet. Tout sera dévoilé petit à petit au long de l'histoire. Donc il s'agit en fait d'une histoire bien entendu intéressante. Psychologiquement, ce genre de petits villages sont toujours très intéressants à essayer de découvrir puisqu'on se sent tous un petit peu concernés. On connaît tous un petit peu les rumeurs, les on-dit, si ce n'est pas dans un village, dans un quartier. Malheureusement, ça fait partie de la nature humaine et ça fait toujours un bon départ pour un livre policier. Alors le plus grand intérêt de ce livre, moi j'ai trouvé, c'est pas seulement l'histoire, même si bien sûr elle en fait partie, mais c'est l'écriture de l'auteur. J'avais déjà lu La petite fille de Monsieur Lin, du même auteur, qui est très très court d'ailleurs pour les gens qui veulent juste découvrir l'auteur avec quelque chose qui ne soit pas trop conséquent. Ce livre-là non plus n'est pas très gros, il fait moins de 300 pages et il a une écriture absolument magnifique. Ça se lit comme un poème, on a l'impression d'y être, on a l'impression en fait que le titre c'est Les âmes grises et on a vraiment l'impression en fait que tout est un petit peu gris, un peu dans le brouillard. On a l'impression en fait de vraiment partager les sentiments du narrateur, les sentiments en fait d'un petit peu tout le monde dans ce village.
Ça explique un petit peu aussi la façon dont les uns et les autres se voient et en même temps justifie aussi des choses qui ne sont pas vraiment justifiables. Il y a en fait cette espèce d'atmosphère et d'ambiance qui fait que on a l'impression d'y être. Voilà. Donc ça, j'en avais déjà parlé pendant que j'avais fait ma palle du pack pour cette année. Alors bien entendu, je ne peux que le conseiller. Moi, de mon côté, ça a été un coup de cœur. Alors pourquoi effectivement je l'ai rattaché au sujet de la guerre, en dehors du fait que le meurtre se passe en 1917, il y a régulièrement des rappels sur la guerre qui se passe. En fait, dans ce village-là, la guerre n'arrive pas vraiment, mais ils entendent les canons, ils entendent les bombes, enfin, c'est toujours présent d'une façon très subtile justement, mais c'est toujours là, c'est toujours présent. Les deux lectures suivantes sont des romans graphiques et les deux tournent cette fois autour de la Seconde Guerre mondiale. J'ai commencé par lire Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris. Est-il vraiment besoin de présenter Moi, ce que j'aime, c'est les monstres? C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Il me semble que plus ou moins tout le monde le connaît puisque ça fait un gros buzz. Je l'ai vu passer partout. Alors, d'habitude, moi, quand il y a un buzz comme ça me coupe un petit peu l'envie de lire des choses. L'avantage, c'est que quand il s'agit d'un graphique, en règle générale, c'est un petit peu plus facile puisque ça se lit un petit peu plus vite, un petit peu mieux. Et il y a surtout un autre élément qui entre en ligne de compte, ce sont les graphismes. Donc moi, que ça ait fait le buzz ou pas, pour le coup, si je vois quelques pages et que le dessin me plaît, je vais le lire quand même. Ce qui n'est pas forcément le cas des romans. Ce roman graphique est en fait le journal écrit par une petite fille du nom de Karen Reyes qui habite à Chicago dans les années 60. Elle est fan de films d'horreur, de monstres, de ghouls, de vampires. Elle aime beaucoup ça et elle s'identifie elle-même en tant que monstre. Puisqu'en fait à l'époque il est plus facile, surtout pour une petite fille d'origine hispanique, de se représenter en tant que monstre plutôt que de voir la réalité en face. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes autour d'elle qu'elle représente en fait en tant que monstre. Certains amis, certaines personnes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans cette histoire, la voisine de Karen, Anya, va mourir assassinée, très certainement, même si c'est passé pour un suicide. Et Karen a décidé d'enquêter sur la mort de sa voisine, qu'elle aimait beaucoup, mais qui était très mystérieuse aussi. Au fur et à mesure, on va aussi découvrir la vie de sa voisine par des cassettes que le mari de celle-ci va faire écouter à Karen et où elle raconte sa vie dans les camps de concentration nazis. Voilà. D'où le rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Donc on va avoir en parallèle la vie de cette petite fille en tant que fille d'immigrés dans les années 60 à Chicago avec tous les problèmes que cela comporte. Les problèmes aussi de l'enfance en général, c'est-à-dire les problèmes de harcèlement scolaire, les problèmes de la façon en fait avec laquelle les gens voient les autres, et également la vie d'Anya, donc dans les camps, puisque Karen va découvrir ce qui se passait un petit peu à l'époque, etc. Le premier point qui m'a attiré vers ce roman graphique, bien sûr, ce sont les dessins. Des dessins qui ont été faits au stylo à billes. Donc il faut savoir que l'auteur, Émile Ferris, qui est une femme, a mis 6 ans à l'écrire. Elle a contracté un virus en fait à la suite d'une piqûre de moustique. Et elle a été partiellement paralysée, donc elle ne pouvait plus dessiner, elle ne pouvait plus faire son métier en fait, mais elle a persisté, même en se scotchant en fait un stylo à la main. J'ai trouvé les dessins absolument magnifiques, vraiment les planches sont vraiment très très belles, autant l'histoire de Karen elle-même, des personnages, tout ça c'est très très beau, mais dans cet ouvrage, elle s'intéresse aussi à plusieurs reprises à l'art, par le biais du frère de Karen, qui est un artiste qui aime l'art, la peinture et qui l'emmène régulièrement dans les musées. Et on a des reproductions de tableaux, célèbres ou non, qui sont toutes faites au stylo à billes, mais très sincèrement, qui sont magnifiques. C'est refait, mais vraiment, c'est incroyable de se dire qu'effectivement, au stylo à billes, on retrouve complètement ces peintures, ce qu'elles dégagent. Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment une chose que j'ai adorée. Pour moi, c'est le point numéro un vraiment pour lequel je n'ai absolument rien à dire. Après, l'histoire elle-même est très intéressante. Karen est une petite fille qui est pleine de ressources, même si quelquefois on comprend bien aussi qu'elle se cache un petit peu des situations réelles. Il y a des choses qu'elle ne veut pas affronter, la maladie, enfin beaucoup de choses comme ça. Et alors par contre, justement, moi c'est un petit peu ce qui m'a dérangé, pas l'histoire que j'ai adorée, mais le fait que
Karen étant une petite fille, elle se sent impliquée par la mort de sa voisine, et puis par la maladie, par les agressions, par son côté hispanique, etc. Et parfois, ça part un petit peu dans tous les sens. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu brouillon à ce niveau-là, qui par moments m'a dérangée parce que je me suis retrouvée un petit peu perdue. Après, dans l'ensemble, très sincèrement, l'histoire était très sympa à suivre et à lire. Un deuxième tome va sortir, s'il n'est pas déjà sorti, et très sincèrement, je vais le lire. Mais pour moi, vraiment le plus gros point, c'est le dessin. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Je l'ai trouvé magnifique, expressif, voilà. Donc ça a juste un petit peu pêché au niveau de l'histoire, mais pour moi, c'est pas loin d'un coup de cœur. Je le conseille forcément. Et puis il y a peut-être des personnes qui n'auront pas cette réticence vis-à-vis du côté un petit peu brouillon. Et puis finalement, ça joue peut-être aussi en faveur de l'histoire, puisque c'est une petite fille qui raconte ça. Donc en tout cas, une très très bonne lecture pour moi. Enfin, toujours autour de la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu Nous étions les ennemis de George Takei. Alors, il s'agit d'un coup de cœur, je l'ai fini aujourd'hui d'ailleurs. Ce roman graphique nous raconte justement la vie de George Takei, l'auteur, qui est très connu en tant qu'acteur, en tout cas aux États-Unis, qui a été l'un des acteurs principaux de Star Trek et qu'on a aussi dans les premières versions, je crois, de Mission Impossible, enfin dans pas mal de films assez connus. Il a une filmographie assez importante. Et il est aussi très connu en fait pour ses combats vis-à-vis des droits de l'homme, des minorités, entre autres ses combats dans le milieu LGBT, etc. Donc j'avoue que j'étais assez curieuse quand j'ai vu ce livre sortir, puisque je l'avais précommandé avant sa sortie en août. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu en août sur mon Kindle, en fait, j'avais un petit peu oublié que je l'avais précommandé. Et c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé, ou en tout cas qui est très mal connu, puisqu'il s'agit de, comment appeler ça, l'incarcération, la mise dans des campements des Japonais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, suite à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais et donc la déclaration de guerre entre le Japon et les États-Unis très vite ont décidé que tous les Japonais étaient de potentiels ennemis, puisque par le simple fait d'être japonais, ils avaient certainement fait allégeance à l'empereur du Japon. Pourtant, beaucoup d'entre eux, si ce n'est la plupart, étaient déjà là depuis plusieurs générations, en tout cas au moins une ou deux, ne parlaient pas forcément japonais et n'avaient pas forcément de lien avec leur pays. Pour eux, ils se sentaient américains et seul leur aspect physique en fait faisait la différence. Donc Theodore Roosevelt a annoncé un décret comme quoi tous les Japonais étant de potentiels ennemis, il fallait protéger l'Amérique et donc les mettre dans des camps. Donc à partir de ce moment-là, les Japonais vont devoir vendre toutes leurs possessions, vont devoir se débarrasser de tout ce qu'ils ont et être emmenés dans ces camps dans lesquels ils vont rester jusqu'à la fin de la guerre. Ces familles-là ont donc tout perdu, ont vécu dans des conditions sanitaires déplorables, dans des conditions déplorables en général, pas que sanitaires, bien entendu, en plus de ne plus rien avoir, de ne plus avoir nulle part où aller. Et l'acteur George Takei a grandi là-dedans, puisqu'il avait 4 ans quand ils sont entrés dans des camps pour la première fois, et il avait, il me semble, 8 ans quand il en est sorti. Alors ce pan de l'histoire est toujours un petit peu caché, mais c'est un petit peu comme partout, à partir du moment où les gouvernements ont des passages honteux de l'histoire, en général ils n'en sont pas fiers, mais en plus ils essaient de le cacher, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, puisqu'il vaut mieux assumer et faire face à ce type de choses, pour justement ne pas les reproduire, ne pas les refaire. Mais bon, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas compris ça. Donc du coup, on voit en fait ce qu'il s'est passé à l'époque, d'abord par les yeux de Georges quand il était petit, et ce qui n'est pas forcément un regard très objectif, puisqu'en tant qu'enfant, quand on est avec ses parents, on est content, on les suit, et en fait il a surtout des souvenirs avec son petit frère et sa petite sœur et ses parents, où ils ont réussi à jouer avec rien du tout, à passer certains moments qui étaient au final très très bien, et puis d'autres qui étaient assez terribles et qu'il a un petit peu occulté dans sa vie, mais qui sont beaucoup ressortis quand il a grandi, et en fait à cause desquels il a affronté son père à plusieurs reprises pour comprendre pourquoi son père
à accepter cette situation, pourquoi son pays leur a fait ça, pourquoi juste à cause de leur visage, ils ont été considérés comme des ennemis de la nation et comme étant en guerre en fait avec les États-Unis, alors que ils ne faisaient absolument rien, la plupart étaient dans leur commerce, etc. Et comment aussi cette situation a poussé certains Japonais, justement, soit à rentrer au Japon, soit au final à être ouvertement contre le gouvernement japonais, alors qu'au début, ça ne les concernait absolument pas, juste à cause de la façon avec laquelle ils ont été traités. Donc je pense que c'est un livre d'utilité publique, d'une pour effectivement découvrir un épisode de l'histoire américaine qu'on ne connaît pas forcément très bien, et en parallèle de l'histoire japonaise et des Japonais, de deux parce que c'est très bien expliqué. George Takei explique très bien la différence entre un regard d'enfant et un regard d'adulte qui lui se rend vraiment compte de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait, et la révolte aussi qui peut être provoquée vis-à-vis de ça. Et en même temps, pourquoi il est important non seulement de connaître l'histoire, de faire face à tout ce qui s'est passé, et également pour ne pas refaire la même chose, parce qu'il y a des lois et des choses qui sont passées à ce moment-là, et qui sont réutilisées aujourd'hui pour d'autres peuples, pour protéger les États-Unis de leurs ennemis, et qui très souvent en fait touchent des gens qui n'y sont pour rien, à cause de leur visage, à cause de leurs origines. Et souvent, on oublie que malheureusement, les gens qui font vraiment du mal, que ce soit les terroristes, que ce soit des personnes qui soient vraiment contre un pays, contre un gouvernement, savent très bien se cacher et savent très bien faire les choses. Et que ce n'est pas les personnes lambda qu'on croise dans la rue qui, elles, vont subir le contre-coup de toutes ces situations qu'on devrait accuser. Voilà. Donc, à la fin de ce livre, on trouve un dossier qui est très intéressant où il explique comment ce roman graphique a été fait, avec qui, avec quelle équipe, qu'est-ce qu'il voulait voir transparaître à travers son histoire. Bien entendu, on retrouve aussi des photos de l'époque, de lui avec ses parents, donc on reconnaît parfaitement les personnages. J'aime beaucoup ce genre de petits dossiers, effectivement, qui remettent les choses en contexte quand elles ont été, quand il s'agit d'histoires réelles. Et également, on retrouve des documents de l'époque, donc c'est-à-dire les documents qui ont été proclamés par Theodore Roosevelt, qu'on peut donc directement voir. Et voilà, donc pour moi, ça a été un vrai coup de cœur parce que histoire intéressante, graphisme sympathique, pas forcément fantastique, mais suffisamment bon pour suivre l'histoire sans forcément qu'on y fasse attention, ils retranscrivent très bien le regard d'un petit enfant et effectivement d'utilité publique parce qu'il faut vraiment qu'on arrête d'oublier ce type d'histoire, qu'on se mette en tête que ce sont des histoires qui se répètent sans arrêt, où on retrouve toujours cette espèce de généralisation et de paranoïa dès lors qu'il y a un problème qui touche un pays en général et pas forcément que les individus, mais que c'est sur les individus que ça retombe. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut le lire. C'est un thème qui n'est pas assez connu, pas assez abordé. Et voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à en dire. Alors j'espère qu'effectivement j'explique suffisamment bien pourquoi je pense que c'est pas seulement un bon livre, mais un livre utile pour tous. Voilà, donc j'espère en tout cas que c'est un livre qui se fera connaître. Il est sorti il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas bien à quel degré il est encore connu ou répandu. Aux États-Unis apparemment, il marche plutôt bien et j'espère que ça sera aussi le cas dans d'autres pays. Et bien voilà, merci de m'avoir suivi sur ce premier bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge 2020 qui tournait autour de la guerre, qui n'est pas forcément un thème très joyeux, mais qui finalement m'a permis de découvrir 3 excellentes lectures, ou plutôt une excellente lecture et puis 2 coups de cœur. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan pour ce Pumpkin Autumn Challenge qui très certainement tournera cette fois autour du thème de la nature. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup.